Alors, merci, M. Mazouillet. Je vous invite bien sûr à venir vous installer confortablement. Alors, je ne voulais pas vous bousculer, mais je pense que les traducteurs étaient peut-être au désespoir et c'est surtout qu'on veut une table ronde. On veut une table ronde de plus de 10 minutes. Alors, je vous invite tous à venir reprendre vos places. Merci. Ah, d'accord. Alors, bien, écoutez, on gagne un peu de temps. Monsieur Éric Houd a dû quitter pour une urgence. Alors, il nous a prévenus, il est toujours au fond, au bout du fil, sauf pendant ses vacances d'été. Alors, ça arrive très fréquemment, bien sûr, ça relève, c'est vraiment sa fonction de répondre aux urgences. Donc, M. Houd ne sera pas là, mais vous êtes là tous les quatre, merci beaucoup. Alors, écoutez, je reviens un petit peu en arrière pour cette table ronde. On parlait ce matin, donc, de changement climatique et de gestion des catastrophes. Et je pense qu'on a vu hier à quel point les infrastructures foncières déficientes, ce que vous appelez la méconnaissance foncière, M. Mullet, non seulement gênent, compromettent le développement économique, mais compromettent sérieusement la réponse aux désastres naturels, aux catastrophes que vous avez évoquées ce matin. Et même dans les pays comme la Nouvelle-Zélande, où le schéma que monsieur Cette-Montagne, Zevenbergen expliquait, donc le vrai schéma, le vrai cadre de travail de la prévention à l'urgence, à la reconstruction, même dans les pays bien équipés, il y a des problèmes pour toutes sortes de raisons à faire un bon travail. Alors, en vertu de tout cela, quels conseils pourriez-vous donner aux gens qui sont dans la salle, qui sont ingénieurs, qui sont arpenteurs, géomètres? Comment devraient-ils, à l'avenir, modifier leur pratique ou leur vision du travail à faire? Puisque dans tous les cas, que ce soit au moment des réponses, on a besoin de données géospatiales absolument fiables. On a besoin du concours, des images. On a besoin de toutes sortes d'outils que ces gens-là peuvent vous procurer. Vous disiez, M. Desjardins, que peut-être que l'avenir, c'était que les gens auraient le choix entre demeurer d'excellents techniciens ou devenir des stratèges un peu de la reconstruction. Alors, quel type de conseils donneriez-vous à tous ces gens? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire et surtout à ne pas faire pour être de meilleurs intervenants en cas de reconstruction et d'opérations semblables? Grande question sans doute, là, mais... Oui, c'est parce qu'on commence où? Est-ce qu'on est prêt à un tremblement de terre au cours des 10 prochaines minutes? Même pas, tu sais. Alors, on ne peut pas vraiment se préparer contre l'éventualité d'un séisme ou d'une catastrophe. On voit venir les tempêtes de neige, c'est à peu près tout. Dans certains cas, comme vous le dites, puis j'ai un exemple à propos, on peut aussi se préparer trop ou se préparer mal. Dans le cas du séisme du 3 mars 2011 au Japon, il y avait un système incroyable de mise en place pour arrêter les trains et les métros. Malheureusement, on n'avait pas pensé d'évaluer la coexistence du tsunami et du tremblement de terre. Alors, il y a un train où il y a des gens qui sont morts dans un train qui a été arrêté lorsque la vague est arrivée. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Alors, de façon générale, on ne peut pas prédire ou prévoir. On peut mettre en place une meilleure connaissance de son environnement. Mon message à moi, c'était plus au niveau professionnel et non seulement en Nouvelle-Zélande, mais il existe un changement fondamental, une transformation de l'industrie au secteur de l'industrie de la construction du bâtiment qui va faire qu'il va y avoir un besoin immense pour un professionnel de la dimension géospatiale tridimensionnelle du bâtiment. Il faut faire attention, on ne peut pas non plus se faire reléguer à une position de technicien tridimensionnel du bâtiment. Alors, c'est là aussi qu'il faut se préparer dans ce sens-là. Au secteur législatif, je laisse à mes collègues d'en discuter plus précisément. Oui, M. Mullet. Oui, je souris un peu parce que tout est lié naturellement aux aspects de volonté politique aussi. Et même si on a les lois convenables, par exemple en Haïti, ils ont tous les codes de construction qui sont au niveau de la Californie, par exemple. Mais ne sont pas appliqués. Il n'y a ni État, ni gouvernement, ni institution qui puisse vraiment faire l'application de ces codes. Alors on peut se préparer, on peut légiférer, mais les institutions ne sont pas là pour appliquer enfin ces lois. Et on a vu dans le tremblement de terre en Haïti,
dans tout l'hémisphère occidental, la plus haute densité de population est à Port-au-Prince. 2-3 millions d'habitants qui habitent dans la dégradation, les misères, la pauvreté la plus accrue. Et c'est là exactement, dans cet endroit, où frappe le tremblement de terre. Et on parlait aussi de la mémoire. Il y a eu des tremblements de terre en Haïti, en Port-au-Prince, il y a 200 ans. Mais ce n'était pas dans la conscience nationale ni des autorités. On avait tout perdu. Et je crois qu'il faut toujours remémorer, il faut toujours apprendre du passé, parce que sinon on va répéter encore les erreurs. Mais à la fin, c'est une question de volonté politique. Maintenant, le gouvernement du président Martelly, avec l'appui de la Banque interaméricaine de développement, ils ont créé la CIAT, c'est le comité interministériel d'administration territoriale. Ils ont déjà des projets au CAI, au sud du pays, des projets pilotes qui vont commencer à gérer un peu l'administration territoriale, mais ce n'est pas assez. Oui. Mais au début, vous le disiez tous, au fond, il fallait d'abord la connaissance, c'est-à-dire que le risque, c'est l'accident, mais c'est la fragilité du terrain, du bâti ou des humains, c'est l'ensemble des deux. Alors, cette idée de cartographier les vulnérabilités, c'est le début de tout. Mais on voit l'île de l'Hispaniola, qui est divisée, partagée avec la République dominicaine et Haïti. Les mêmes pluies, les mêmes inondations, les mêmes tempêtes passent par l'île, et les conséquences en République dominicaine, c'est presque rien. Et du côté d'Haïti, à cause de la dégradation du territoire, de l'environnement, alors il y a des morts, des inondations, il y a des éboulements, et la différence est très marquée d'un pays à un autre. Je vois. Alors, je poursuis. Même question. Quel conseil, que faire et que ne pas faire? Je crois d'abord qu'on ne peut pas vivre avec un risque zéro. Donc il faut quand même qu'on arrive à convaincre les populations que le risque zéro n'existe pas, qu'on peut essayer d'avoir des mesures de prévention les plus fines possibles. Pour avoir des mesures de prévention les plus fines possibles, on parlait bien entendu de l'information des populations, et il faut que les populations soient véritablement des acteurs dans la prévention, et pas seulement qu'elles sachent que les pouvoirs publics font quelque chose. Mais la cartographie est nécessaire pour positionner, pour relever les premières cartes marines. Elles n'étaient pas très précises, mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles évitaient aux marins les récifs. Et ces cartes-là, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ait des cartes qui soient de plus en plus précises. Il est bien évident que quand on voyait ce qui était présenté hier matin par le MIT ou par Bentley, c'est assez extraordinaire, sauf qu'il faut que les données soient justes. Oui. Parce que moi, je veux bien qu'il y ait une fenêtre ouverte dans un mur ou dans un trottoir. Mais si les réseaux virtuels qui sont affichés sont les projets et que ce ne sont pas les résultats des relevés des réalisations, quand on fera un trou, on ne trouvera pas le tuyau. C'est pas vrai. Oui. On l'avait vu dans une présentation en Russie où ils avaient un modèle extraordinaire de repérage des égouts, sauf que ce qu'ils avaient modélisé, c'était le projet, et que quand vous faisiez le trou, la réalisation n'avait pas été faite à l'endroit du projet. Donc la précision des données, c'est très joli d'avoir de très beaux outils informatiques, mais il faut toujours se rappeler que ce sont d'abord des outils et que c'est quand même l'homme qui est derrière qui arrivera à faire en sorte que les outils soient bien utilisés. Oui. Vous avez parlé de transparence, de gouvernance transparente. On revient au rôle de l'État, des décideurs, mais aussi de participation citoyenne. Est-ce que ce portail est ouvert et disponible au grand public? Alors, le portail géofoncier, qui est son ancêtre, est ouvert au grand public, bien entendu. Et le portail du littoral et de la mer, là, pour le moment, on est sur une expérimentation. Après, il faudrait qu'on trouve un petit peu d'argent. Et les pouvoirs publics français, actuellement, n'en ont pas beaucoup pour développer l'outil. Mais il y a des communes qui sont intéressées. Oui, bien sûr, ça sera ouvert au public. Alors il y a des données, la France est un pays bizarre, même si on essaye de respecter les directives Inspire de communication des données, lorsque vous allez taper à une administration en lui disant votre donnée est publique, il faudrait l'ouvrir au public, ça ne marche pas à tous les coups, il faut quand même un peu de temps, mais on y arrivera, Oui. Au-delà de la connaissance de son territoire et effectivement d'une cartographie du as-built, vraiment de ce qui a été construit, non pas de la planification de ce qui va se construire. Il y a aussi des scénarios d'intervention. Alors, M. Hood, malheureusement, n'est pas ici parce que je crois qu'il est l'expert dans ce domaine-là au Québec. Lorsqu'on a un portrait plus ou moins à jour, il ne sera jamais à jour, des conditions qui nous environnent, c'est une question d'en avoir à ce moment-là planifié l'exercice d'évacuation, l'exercice de mobilisation.
Je donne un exemple qui m'a vraiment épaté dernièrement. Hyderabad, en Inde. Après les grands tsunamis qui ont affecté la Thaïlande, eux ont décidé de mettre en place un système de prévention des tsunamis. Alors, ça n'existe pas de la prévention de tsunami, le tsunami va arriver. Par contre, c'était de mettre en alerte la population. Alors, non seulement ils ont mis une série de senseurs à l'extérieur, sur les îles littorales, pour en arriver à calculer les variations barométriques, mais ils ont aussi calculé des scénarios. Alors, si à telle ou telle sonde a telle ou telle variation, quelles régions vont être affectées? Mais il n'arrête pas là. Après ça, c'est OK, comment est-ce qu'on avertit les gens? Et après ça, comment est-ce qu'on les mobilise? Et tout ça avec un système de diffusion via cellulaire et autres pour la population. Alors, le travail qui a été incroyable, qui a été fait, c'est tous les projets de simulation au cas où. On a eu une présentation dans le cadre de notre congrès de Montpellier d'une petite commune dans les Alpes où il y a une poche d'eau qui est emprisonnée dans un glacier et à partir du moment où le glacier bouge et fond, du jour au lendemain, la poche d'eau peut venir sortir et inonder toutes les maisons. Et il y a des scénarios d'évacuation avec des entraînements. Toute la population est informée. Le témoignage du maire était très intéressant aussi justement sur cette prévention par l'information des usagers. Oui. Monsieur Zevenbergen, sur les conseils à donner à tous ces professionnels qui peuvent être amenés à travailler dans des scénarios d'urgence et de reconstruction. Well, there is the principle of building back better. That is, I think, one of the principles in most of, at least trying to adhere to that one. I think that already helps, that you don't recreate the situation as it was before, because then you know the next time similar event will come. You have the similar impact. Of course, it has to do with money and with adherence to rules, as was already discussed. And that's difficult because even in the Netherlands, where we are used to the idea of flooding, luckily we have managed 60 years now without one. There was some threat of flooding along the rivers, and then it turned out that in one part of the country, the idea of flooding was so much eroded also in the Netherlands that they actually built new suburbs in the floodplains. And then I put a small dike around this new suburb. But almost every year the water gets so high that the people have to be transported by military trucks from that created island, so to say, to the main road. Yeah. So even in such an organized society, it's hard to keep the rules adhered to. But I think what professionals can do, of course, is make sure that that we have the right information, that we are informed, but also that we ask the questions, dare to ask the questions. And when you see and be aware of the climate impact that is coming to us, and be aware of some of the disaster risks, and even if the people that ask you to do the job don't mention it, you can still at least point out to them, if we build here, there is a risk for this, or there is a risk for that. And of course, what we saw, and was already mentioned for the tsunami, but also for earthquakes in some parts of Indonesia, people live quite close to volcanoes that have these ash rains. So they build concrete buildings where people can go in when that happens. So places of refugees, towers where people can go for tsunamis. But as was very clearly the case in Japan, if you are prepared for a tsunami of one certain amount of meters and you get a higher one, then everybody in such a structure is at extra risk. So like the train example already mentioned. Mais comme vous l'avez bien expliqué, l'augmentation des désastres prévisibles dus au changement climatique, en grande partie, les sécheresses, évidemment, il y a d'autres facteurs comme les guerres civiles, mais ce que je veux dire, c'est que plusieurs de ces désastres sont vraiment liés au changement climatique, avec une augmentation faramineuse des coûts associés. Hein. Vous étiez dans les 600 quelques milliards de dollars. Est-ce que tous les gens du métier géomaticien... Ah, merci. C'est le temps que je vous vois, là, je m'excuse. Est-ce que les géomètres, par exemple, du monde entier auraient un rôle un peu, pas forcément politique, mais de pression à jouer auprès des décideurs internationaux et nationaux pour qu'on ait plus de mesures de réduction des gaz à effet de serre, par exemple? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer? Est-ce qu'il est déjà joué suffisamment, M. Mullet? Je peux donner un exemple très précis. La nouvelle ambassade américaine à Port-au-Prince, cette énorme forteresse,
in the middle of the floodplain. Alors, alors j'aurais pensé, moi, comme observateur, enfin pas très informé de ces aspects scientifiques, qu'on n'aurait pas dû construire cette nouvelle ambassade au milieu de cette, comment on dit en anglais, ce floodplain. Alors, je crois qu'ils ne sont pas bien informés ou les experts n'ont pas fait la pression nécessaire pour leur dire, messieurs, c'est pas l'endroit correct. Il faut aller un peu plus en hauteur. Voilà. Bon, alors écoutez, on va passer. Je m'excuse. Hein, je vous avais vraiment. Je regardais nos invités. Je ne vous regardais pas suffisamment. Monsieur Roberge, allez-y. Ensuite, on vous entendra. Allez-y. Monsieur Mullet, comment voyez-vous l'avenir d'Haïti? Comment entrevoyez-vous l'avenir d'Haïti? Il y a beaucoup de gens ici dans la salle qui sont prêts à aider Haïti de toutes sortes de façons. La volonté est là, la capacité est là. Mais malheureusement, il manque quelque chose pour qu'on puisse mener cette volonté à terme. Alors, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Bon, il faut toujours être positif mais c'est une question très difficile à répondre. C'est un pays qui a beaucoup souffert. La grande majorité de la population vit dans un niveau de pauvreté vraiment terrible. Les élites politiques ou économiques ou même les élites sociales n'ont pas un attachement à leur pays. Leur résidence principale, leurs investissements principaux sont ailleurs, pas en Haïti, de ces élites. C'est une attitude d'exploitation, d'être là pour exploiter le pays, exploiter les gens. Quand on demande ce que je faisais moi tout le temps quand je parcourais Haïti, je demandais, mademoiselle, jeune homme, monsieur, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, nous, la communauté internationale? Et 100% des cas, la réponse a été un visa, s'il vous plaît. Un visa, s'il vous plaît. Alors, quand on a une population, une communauté d'hommes et de femmes que leur ambition principale est de partir et de sortir de là, nous avons un problème. Là, c'est un grand problème. Alors, je crois que ça va prendre beaucoup d'engagement de la communauté internationale. De la diaspora haïtienne de la diaspora haïtienne. Mais la diaspora haïtienne, qui a beaucoup fait d'efforts, elle est revenue en Haïti une fois, ça n'a pas marché, 2 fois ça n'a pas marché, 3 fois ça n'a pas marché. Alors maintenant, la diaspora haïtienne, qui contribue beaucoup au développement économique, se demande si son retour physique est vraiment quelque chose pour eux, enfin qui pourrait représenter quelque chose. Je crois qu'il faut continuer à s'engager. Le groupe latino-américain fait un grand effort en Haïti aussi. Le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie et d'autres. Naturellement, le Canada, après les États-Unis, est le plus gros contributeur d'aide pour Haïti. Mais il faut secouer aussi la conscience des dirigeants haïtiens pour qu'ils assument leurs responsabilités. Sinon, on va continuer dans ce cercle vicieux en rond. On a eu déjà 6 présences de missions des Nations Unies en Haïti depuis 25 ans. Alors nous espérons qu'après les élections présidentielles de l'année prochaine, on pourra partir et que tout va se stabiliser, mais croisons les doigts. On verra. Merci, M. Mullet. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Francis Roy de l'Université Laval. J'ai été captivé ce matin par vos présentations, mais à la fois grandement attristé de voir comment certains peuples sont soumis à des aléas et des catastrophes récurrentes. J'aimerais vous entendre sur possiblement une évolution future. Je crois que le monde est de plus en plus à risque et de plus en plus vulnérable, parce que ce que l'on peut retenir de vos présentations de ce matin, c'est que la concentration de population, donc l'urbanisation de plus en plus forte, est un facteur de risque et de vulnérabilité en lui-même. Lors d'un séjour à Haïti l'an dernier, on me rapportait que la ville de Port-au-Prince contient près de 10 fois plus de population que ce que la ville construite peut contenir. Et cela est évidemment un grand facteur de vulnérabilité. Donc, si on se dirige dans un monde où la population humaine est de plus en plus concentrée dans des milieux urbains, souvent situés en bordure des côtes et des cours d'eau, comment voyez-vous le futur de cette thématique? Rien que ça. Mais, enfin, je vais répondre très brièvement. Je reviens à l'aspect de la vision politique. En Haïti, les Nations Unies, on a investi depuis les années 48-49 pour le contrôle de la natalité, la croissance.
Et c'est encore le pays avec la croissance de population le plus élevé au monde. C'est dans les régions rurales, c'est à peu près 7 enfants par femme. Dans les zones urbaines, ça se réduit un peu. La moyenne nationale est à peu près de 5%. Alors ça aussi, c'est un autre aspect auquel il faut faire face. Une autre réponse, une autre intervention? Je sais pas, il peut pas y avoir... Pardon. Yeah, of course, what we see with the urbanization, population growth in the world will all be in urban areas in developing countries. So that is true. That is really putting things at risk. And I think we've been talking a lot about the government here, but people also have their own responsibilities, but they should have the room, the maneuvering space to take their responsibilities. And of course, that's not the case like in Haiti, where most people have no access to land. And in many other places where the people, especially the vulnerable people in the informal settlements, on the riverbanks, in the floodplains, where they don't have the options to make themselves in a bit better place. And more rules will often make it even harder for those at the bottom of the system to live. So then they will never get a proper house because it's much too expensive. So this is a very delicate thing to balance. Et la croissance de la population. We cannot expect everything from government. I think we have to be careful there as well. Yeah, but think about it another way. With the height of the sea, due to the melting of the polar on the south side, people living in the favelas on the hills of Caracas will soon have waterfront properties. Yeah, but... Oui, mais à quel prix? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Approchez-vous, puis ensuite, on aura une dernière question de Stéphane Roche. Monsieur. Allez-y. On va alterner un peu pour les caméras. Là. Oui, Louis Carrier chez Hydro-Québec. C'est dans l'heure que M. Wood n'est plus là. J'ai sa carte. Je peux passer sa carte. C'est ça ma question. C'est qu'on voit, c'est ça que les pays qui ont investi dans la gestion du territoire s'en sortent mieux. Hein? Ceux qui l'ont négligé ont plus de problématiques au niveau de la gestion des catastrophes, etc. Mais du point de vue économique, on voit que ces pays-là, c'est ça, il leur manque, si on veut, un levier économique, hein, qui est la gestion des taxes ou des choses comme ça. Ma question est plus d'un point de vue macroéconomique, là, pour les pays qui investissent significativement dans la gestion du territoire. Est-ce qu'il y a des statistiques, des chiffres, des ratios sur l'investissement dans la gestion du territoire? Si on veut, est-ce qu'il y a des statistiques sur le retour sur l'investissement? Oui. Parce que ça, c'est un peu le public là, veut être informé là-dessus. Parce qu'autrement, c'est un peu comme une police d'assurance. On crie attention, attention, il va se passer quelque chose. Si tu n'investis pas en gestion du territoire, vous allez avoir des problèmes. OK, merci. Qui peut répondre à ça? Est-ce qu'il y a des retombées économiques visibles assez rapidement d'une meilleure gestion des terres? It's difficult because there is the attribution problem. We cannot separate. We cannot have cut a country in two and do half with land management and the other half without, everything else the same. So that's a problem. But there are of course indications, and we also see countries that are doing economically very well, that have invested. Some also with less developed land management. So I think it's one of many conditions that has to be in place. And I think that's also, we are all enthusiastic here together, and I think that's right, and we have a lot to contribute to development, sustainable development in general. But we also have to be careful not to oversell, because I have never seen anybody live in a digital house. I've never seen anybody eat digital food. So in the end, what we do can only support. And even when the fire department is better informed with GIS, they still have to have firemen to go in. So we are supporting all those people, but these people still need to be there. And they have to get the food, get the housing, and rescue the people, and we can help them. But we have to also be not overselling ourselves. And that's also with land management. It's very important. We can see the big trouble, what happens everywhere when it's not well organized. But just repairing land management is not going to change. It has to be more broad societal changes. I think Haiti was also clear that didn't happen.
Thank you. D'autres éléments de réponse de l'un d'entre vous? Ça va? Ça va? Alors, on va entendre votre dernière question. Monsieur Roche. Merci, Yap, parce que ça fait une bonne transition vers ce que je voulais évoquer. Je voulais parler de résilience des populations. On en a assez peu parlé directement. Et puis, pour reprendre ce que tu disais, en disant on ne peut pas ne compter que sur les initiatives gouvernementales ou institutionnelles. Donc, c'est plus un élément de réflexion qu'une question. On sait qu'un des éléments de la résilience des populations, c'est leur capacité à maintenir la communication avec leurs proches et leurs amis en période de crise, mais pendant tout le processus finalement. Comment est-ce que ce genre de problématique est envisagé par vos différentes institutions? Est-ce que cette idée d'être capable non seulement de maintenir une communication, mais de savoir où sont les gens, et donc là, ça introduit la géolocalisation des personnes et leur capacité à renvoyer une information contextualisée à un moment donné, et en particulier pendant la crise, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé par les différents niveaux, paliers d'institutions? Des systèmes comme UShaidi, par exemple, ont été largement développés. Les plateformes de contenu générés par les utilisateurs et de géocommunication ont été largement développées à des occasions, le tsunami au Japon, en Haïti, etc. Comment ça interagit avec les approches plus institutionnelles? Voilà. Est-ce que cette dimension de maintenir la communication, donc, est-ce que ça fait partie des plans dans la mesure du possible avec ces technologies mobiles? Je peux donner un exemple très simple. Juste après le tremblement de terre, il n'y avait plus d'électricité en Haïti, il n'y avait plus de portable ni communication. Mais quelques jours après, tout cela a été récupéré et on a pu suivre les mouvements des populations, des déplacés qui partaient de Port-au-Prince vers d'autres villes à l'intérieur du pays, en province, par les cellulaires et leur communication. Alors, avec les compagnies de cellulaires, on a organisé un comité de coordination. On recevait les informations. C'était très important pour l'aide humanitaire, pour l'appui, le soutien, la distribution d'eau, d'aliments, etc. Alors, tout au début, ça a été un outil très, très important. Et la dimension humaine, évidemment, que les gens en pleine transition, migration, comme ça, puissent communiquer, retrouver leur famille. Oui, M. Desjardins. Mais pour revenir au propos de Stéphane, c'est peut-être ça, c'est qu'après un séisme dont on ne connaît toujours jamais, on ne le voit pas venir, on ne connaît pas son intensité, on est dans le noir. Alors, de façon générale, on peut assumer qu'on n'a plus d'électricité, qu'on n'a plus de communication. Oui. Alors, les organismes d'intervention, dont NEMA aux États-Unis, après Katrina, ont commencé à comprendre qu'ils n'étaient pas équipés avec les bons équipements pour les premières journées. Et depuis ce temps-là, c'est intéressant la recherche qui s'est faite parce que maintenant, après la tempête, il y a le beau temps, à peu près tout le temps. Que ce soit un tsunami, que ce soit une tempête. Durant les tremblements de terre, il fait très souvent, il fait beau en plus. Alors, on se sert beaucoup plus de l'énergie solaire maintenant comme point de départ pour remettre en place des systèmes d'électricité, de communication, des choses comme ça. Il y a même des brevets canadiens qui partent de jeunes étudiants de l'Université de Toronto qui ont été récemment pris par le gouvernement américain au secteur des montgolfières pour faire des génératrices tant solaires qu'éoliennes simultanées pour ce genre d'intervention. Alors, c'est un petit point, mais les architectures, les composantes, si tu veux, technologiques de base sont améliorées de mieux en mieux. Il y a l'élément politique qui, parfois, prévient l'intervention. Où sont les personnes? Il y a des situations où les gouvernements sont plus ou moins enclins à nous aider à ce niveau-là. Alors, il y a quelques années, il y avait un tremblement de terre terrible dans la région de Sichuan, en Chine, où on pouvait en arriver rapidement à redéployer un réseau géodésique temporaire avec l'armée, de façon à trouver les gens et à mettre en place des habitats. Et ça ne s'est pas fait à cause du gouvernement chinois? Le gouvernement ne nous a pas permis de toucher à la fameuse loi de la coordonnée géographique chinoise. Voilà. Alors écoutez, on doit s'arrêter là. We should stop now. It's my fault. It's really long, getting longer. 20 seconds? Yeah, just on a personal note on the communication, my father is in his early 80s and was actually in Christchurch when the big one hit. And it was very anxious to wait 2.5 hours before we got the first contact again. And it actually was through social
media that we saw Yeah. a message from, because he doesn't use a cellular phone, so he didn't have one, so we had to wait for somebody in his group to post a message that everybody was fine. So yes, it's Like really important. Facebook? I don't know, it was a dedicated one from that group. It was not Facebook. Voilà. Donc, les technologies peuvent en faire énormément. Vous en tenez compte, mais il y a toujours le facteur politique et les humains qui peuvent contrecarrer les meilleurs plans Oui, et les en meilleures interventions. Merci infiniment à vous quatre.